bien visible. Ah, c'est mieux comme ça, oui. Voilà. Yost, je passe le micro. Et alors, tu démarres quand tu le souhaites. OK? Ok, ça va. Voilà. Merci Jérémy pour l'introduction. Je suis ravi de voir que vous êtes tellement nombreux aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'avenir de la mobilité urbaine et ce que ça signifie pour nos villes. Et je vais également expliquer un peu qu'est-ce qui est une opportunité un peu moins évidente, comment nous pourrons utiliser la voiture pour réduire la congestion, la pollution, mais également améliorer l'accès au transport en commun, et tout ça en utilisant la technologie. Il est toujours facile de diaboliser la voiture. Il y a tellement beaucoup de voitures dans le monde, il y a plus d'1 milliard, c'est plus que la population en Chine, mais ce n'est pas nécessairement la voiture même qui est le problème. Le vrai problème, c'est comment nous utilisons ces voitures. Nous utilisons toujours, ou trop souvent, la voiture individuellement. Par exemple, la prochaine fois, quand vous êtes dans votre voiture, regardez à gauche, regardez à droite et regardez les autres voitures et vous constaterez qu'il y aura beaucoup de voitures où il n'y a qu'une personne dans la voiture. La personne au volant, mais aucun passager. En effet, ici en Belgique, la capacité utilisée d'une voiture en moyenne, c'est de 1,1, 1,2 personnes par voiture. C'est-à-dire un chauffeur et parfois un deuxième passager ou 2 passagers. Et voilà. C'est peut-être une image que vous reconnaissez. Moi, en tout cas, je travaille depuis longtemps à Bruxelles, ou depuis quelques années à Bruxelles, et c'est une image qui correspond à la réalité à Bruxelles. Il y a trop de voitures, et toutes ces voitures, ça vient avec un coût considérable. Bruxelles et Anvers, les 2 villes les plus grandes en Belgique, les deux, ils sont dans le top 5 des villes les plus embouteillées en Europe ou même dans le monde entier. À Bruxelles, un automobiliste il perd en moyenne 80 heures par an dans les embouteillages. 80 heures par an, c'est moins de temps pour la famille, pour le travail, et c'est plus de frustration. Et également la pollution. 12% des carbones proviennent des voitures. Si on peut résoudre un peu ou alléger la congestion, ça sera aussi bien pour l'environnement. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette pollution et ces embouteillages, ça ne constitue que 4% du problème. Que 4% parce que 96% du temps, les voitures sont stationnées, sont garées. Et imaginez combien d'espace il faut pour stationner 95% ou 96% de ces milliards de voitures. Si vous regardez dans la rue, il y a partout des parkings. Il y a des grands parkings, il y a même des bâtiments de plusieurs étages que nous avons construits dans la ville juste pour garer ces objets en métal. C'est une occasion manquée pour construire des bâtiments, des maisons, des écoles, ou des parcs, des pistes cyclables, des pistes pour cyclistes. Enfin, une coût d'opportunité énorme qu'on a perdu dans la ville d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous utilisons ces voitures individuelles autant? Pourquoi? C'est parce que notre idée préconçue d'une ville urbaine, c'est organisé d'une manière qui nous force d'utiliser la voiture. Même si nous regardons une ville comme New York, ceci c'est Manhattan, il y avait beaucoup de lignes de métro. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transport en commun, mais quand même, chaque jour, il y a 2,7 millions de voitures qui circulent à Manhattan. C'est parce qu'il n'y a pas la complémentarité. Il y a des personnes pour qui le transport en commun n'est pas une option, et eux, ils sont forcés d'utiliser leur voiture. Et c'est surtout le cas dans les zones moins privilégiées de ces villes, parce que là, il n'y a souvent pas assez de transport en commun. Ça, c'est un peu le contexte, mais je dois être honnête, ça, ce n'est pas l'idée
que nos fondateurs ils avaient au moment où ils ont créé l'app Uber. Non, pour eux, ils étaient à Paris 2008. Ils étaient à une conférence, peut-être une soirée comme ce soir, le web, oui, tout à fait. Et ils sortaient, il y avait de la pluie et aucune voiture disponible. Et ils disaient, ça serait cool, non? Avoir une application sur un smartphone, on pousse un bouton et une voiture arrive. Et ça, c'était l'idée au début. Et c'est qu'après le décollage de Uber, qu'ils ont réalisé qu'est-ce qui est le potentiel de ce service. C'est parce que, comme j'ai dit, il y a le transport en commun, mais souvent, dans souvent de cas, c'est insuffisant, c'est inefficace et même inégalitaire. Donc, il faut une alternative. Et une des alternatives, c'est le covoiturage, et où les gens partagent leur véhicule en complément avec le transport en commun. Je ne dis pas que le covoiturage, mais également en complément avec le transport en commun. Et c'est peut-être même pas que Uber. Il y a plein d'autres alternatives comme Cambio, Zipcar, on en a déjà parlé un peu, qui peuvent tous rajouter aux alternatives. Et dès qu'on arrive à un monde où il y a plein d'alternatives qui sont fiables et abordables, qu'on sera dans un monde où nous pourrons penser à éviter la possession de nos propres voitures. Donc, première chose, c'est la fiabilité. Et nous le ressentons énormément dans toutes les villes que nous avons lancées sur notre réseau. Nous avons démontré que notre service peut servir tous les secteurs d'une ville. Ceci, c'est une image de Los Angeles et l'évolution dans notre réseau des débuts jusqu'à maintenant, 2016. Et vous verrez que, évidemment, ça a commencé au centre-ville, mais le réseau, la croissance, ça vous montre qu'après quelques années, nous avons bien étendu tous les réseaux et maintenant, dans toute la zone métropolitaine de Los Angeles, qui est une surface énormément étendue, vous pouvez obtenir une voiture en moins que 10 minutes et dans la plupart même en moins que 5 minutes. Vous dites peut-être, oui, ça c'est l'Amérique, ce sont les autres villes, mais nous avons constaté la même chose à Paris. Ça a commencé intramuros, ça a bien étendu hors le centre du Paris, même dans les banlieues, les zones qui sont moins servies par le transport en commun. Et oui, ce sont des villes totalement différentes, mais la technologie, c'est la même. C'est la technologie, en effet, qui va mettre en contact les chauffeurs avec les passagers et la technologie qui va gérer qu'il y a assez de chauffeurs dans les zones où il y a la demande. Ah, ça va. C'était le Wi-Fi. Une autre format de fiabilité, c'est en effet l'heure de la journée. Ceci, c'est une graphique par heure de la journée, et vous verrez que la fiabilité, ou qu'est-ce qui est le moment le plus chargé sur notre réseau, c'est la soirée en week-end, quand les bars se ferment. C'est le moment où il y a le moins de transport public disponible, ou même pas disponible du tout, et c'est aussi le moment où nous ne voulons pas que les gens utilisent leur propre voiture. Donc c'est à ce moment-là que ça doit être fiable, afin que les gens ils laissent leur voiture à la maison et ils font confiance que Uber ou un autre service peut la ramener chez eux sans qu'ils aient la nécessité de prendre leur propre voiture. Donc il y a évidemment un effet secondaire, c'est que les services comme Uber, ils ont aussi bien pour diminuer le nombre de décès liés aux accidents causés par l'usage d'alcool. Dernière chose sur la fiabilité ou quand même la complémentarité. Donc, le transport en commun, c'est une bonne chose, mais souvent, il manque le dernier tronçon, le dernier kilomètre. C'est difficile pour arriver chez toi. Le dernier kilomètre, 2 kilomètres, c'est difficile. On préfère de prendre la voiture juste pour éviter de prendre encore un bus ou de marcher quelques kilomètres, surtout ici en Belgique avec de la pluie, ou ici c'est Londres. Vous verrez les banlieues un peu de Londres, et là,
sur l'heure de pointe le matin, vous verrez que plus que 30% des courses Uber s'aboutissent près d'une gare ou près d'une station du tube. Donc c'est vraiment là où le transport en commun se termine que Uber commence et vous offre un service pour vous donner la solution door-to-door. Bon. Mais, évidemment, la fiabilité ne suffit pas pour faire changer les habitudes des gens. Parce qu'il faut aussi l'abordabilité. Si c'est trop cher, on va continuer à utiliser leur propre voiture. Donc, imaginez-vous maintenant, vous êtes dans votre Uber. Je sais que Bruno est souvent dans son Uber à Bruxelles. Il regarde à gauche ou à droite et peut-être il voit un autre Uber. Et il y a aussi une personne dans la voiture. Mais peut-être ils vont dans la même direction. Pourquoi ils ne peuvent pas partager leur voiture? Donc, ils partagent la voiture et également, ils partagent les frais. Donc, ce sera moins cher et moins de consommation, moins de voitures sur la rue, moins de congestion. Et c'est bien pour tout le monde. Mais vous dites, oui, le covoiturage, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà dans les années 70 que le gouvernement a dit, oui, avec la crise du pétrole, c'est mieux si les gens font le covoiturage. Mais ça n'a jamais décollé. Et pourquoi? Parce que c'est très, très difficile à organiser. Mais c'est là où la technologie, à nouveau, va jouer son rôle. C'est nos ingénieurs à Californie qui ont dit « Oui, maintenant, nous faisons un tel volume de courses, par exemple à San Francisco, qu'à chaque moment, il y a plein de gens qui vont dans la même direction au même moment. Donc pourquoi nous n'allons pas créer un algorithme qui va les mettre dans la même voiture pour offrir un service plus abordable et plus fiable pour tout le monde. Maintenant, nous offrons notre service Uberpool. C'est comme ça que nous disons, est disponible de 30 villes en Amérique, mais aussi à Londres ou à Paris. Aujourd'hui, à San Francisco, plus de 50% des trajets sont partagés. Ici, c'est peut-être pas très visible, mais l'intensité des couleurs, c'est le volume des trajets ou des voitures sur les réseaux Uber un samedi soir. Et à ce côté-ci, vous verrez le trajet effectivement aujourd'hui avec les trajets partagés. Ça, c'est une visualisation si tous ces trajets seront effectués par des voitures individuelles. Les couleurs beaucoup plus intensives, c'est très très clair l'impact de cette option de partager les courses. Pour vous donner quelques chiffres, les 6 derniers mois sur Uberpool, dans la trentaine de villes que nous sommes actifs aujourd'hui, on a sauvé 502 millions de kilomètres parcourus. On a économisé 23,5 millions de litres de carburant et 55 000 de tonnes métriques de gaz carbonique réduites. Et ça, c'est que le début, parce que pour l'instant, c'est un service qui n'est que disponible dans une trentaine de villes. Mais imaginez la possibilité. J'ai parlé déjà des changements d'habitude des gens. Aujourd'hui, JP Morgan estime que... Oh non, ça c'est la prochaine... Oui, donc oui, c'est le changement des habitudes. On a fait des études où on a posé la question aux jeunes, aux millennials aux États-Unis. Et là, déjà 10% répondent qu'eux, ils ont abandonné ou ils n'ont pas acheté une voiture parce qu'ils ont plein d'autres options. Ils ne veulent plus faire l'investissement, comme Bruno a déjà dit, ils ne veulent plus faire investir, il faut juste utiliser un service quand dont on a besoin. Pour moi, par exemple, ma femme et moi, nous attendons notre premier bébé dans quelques mois. Et moi, je peux m'imaginer un monde où mon fils il n'aura plus besoin d'un permis de conduire. Peut-être il ne peut plus conduire du tout, parce que c'est trop dangereux. C'est ça, le slide ici. Et on n'est qu'au début. Aujourd'hui, 4% des trajets parcourus dans le monde, c'est en ride-sharing, ride-hailing. Mais JP Morgan, ils estiment que vers
2030, ça sera 25%. Ce qui va ouvrir un monde meilleur avec les gens qui partagent leur trajet, où on peut mieux économiser les voitures, qui sera une meilleure alternative avec un accès au transport abordable pour les gens qui dépenseront moins, qui perdront moins de temps dans les voitures et où on peut remplacer les places de stationnement par des parcs ou des écoles ou des choses comme ça. Et avant de terminer, j'aimerais vous partager une petite vidéo de l'un de nos projets futurs. Où est-ce que je peux la retrouver, c'est ça? Peut-être la vidéo qui a parce que celle-ci n'est pas chargée. Peut-être l'autre. Ah ouais. Il y avait une autre en arrière, peut-être qui est chargée. Ici. On a quelques soucis avec l'internet ici ce soir. Je pense que c'est derrière. Non, je pense que c'est derrière. Pouvez-vous juste fermer cet écran? Ouais. Je ferme complètement. Oui, fermé. Voilà, et c'est ça. Ah non, ça c'est non. Non, c'est la présentation. Ah voilà. Elle reprend ici. Voilà, c'est ça. Non, c'est où? Non. Voilà. C'est dommage, elle avait chargé tout à l'heure. Regardez s'il y a encore un truc. Ah oui, là, là. Bien vu. C'est celle-là. Vas-y. Voilà. Ouais, tu sais où les curseurs? Oui. Ouais. Ah voilà. On y est. On a retrouvé la vidéo qui a déjà chargé. Donc, les voitures autonomes. On en a parlé beaucoup dans les médias, mais eux aussi, ces voitures aussi vont jouer un rôle très très important dans les villes de l'avenir. Pas nécessairement pour l'abordabilité ou pour la fiabilité, ça on peut avec les voitures normales aussi, mais surtout pour la sécurité. Chaque an, il y a 3 millions de gens qui sont tués dans les accidents sur la route. Ici en Belgique, on parle de 50 000 blessés, plus que 700 personnes qui sont tuées par les accidents. Et nous avons une croyance forte qu'à un certain moment, la technologie rendra possible de faire les voitures autonomes qui seront beaucoup, beaucoup plus sûres que les chauffeurs humains aujourd'hui. Mais pour ce que ça peut, les voitures autonomes pourront réaliser tout leur potentiel, c'est important avant de commencer à partager les trajets. Parce que si on arrive à un monde avec des voitures autonomes qui ne sont pas partagées, on sera même plus bloqué qu'avant. Et voilà. Enfin, pour terminer, notre espoir pour l'avenir, c'est vraiment que nous puissions créer des trajets partagés, ce qui pourra faciliter l'accès au transport en commun et que les gens le fassent par choix et non par contrainte. En même temps, nous aimerions saisir l'occasion qui offre le transport partagé pour créer des villes qui sont moins embouteillées, moins polluées, avec plus d'espace pour les parcs, les cyclistes, etc. Et où chacun, n'importe où il habite, ou n'importe qu'il soit son revenu, a accès à un transport abordable et fiable. Merci. Merci beaucoup.
Passez là. Passez. J'ai deux questions pour toi, juste avant la pause. La première question, peut-être, et là, je me dois d'allumer les lampes. Comme ça, je vous vois. Waouh, aïe, ça fait mal. Hein. Qui parmi vous a fait le choix ici de ne pas posséder de voiture à main levée? Ok, donc là, tu vois, il y a un gros marché. Donc, ma deuxième question, elle est connectée à la première, c'est quand Uber à Liège, finalement? Je sais pas. Peut-être bientôt, ben je sais pas. Je sais pas. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas prêt. D'abord Bruxelles. D'abord, enfin, c'est quoi la stratégie? Pour l'instant, nous sommes focalisés sur Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'historique d'Uber à Bruxelles. C'était pas toujours facile pour nous. Mais maintenant, allez, nous avons un service fiable à Bruxelles. Par exemple, j'ai parlé de Paris ou San Francisco avec des temps d'arrivée de moins de 5 minutes. Maintenant, on y est aussi au centre de Bruxelles. Je ne parle pas des banlieues de Bruxelles, mais au centre de Bruxelles, en moins de 5 minutes, vous aurez une voiture. Mais il y a encore beaucoup de potentiel sur Bruxelles et c'est aussi un peu le choix de focaliser nos efforts. Deuxième chose, c'est toujours aussi un peu la législation qui est en Belgique, comme toujours, un peu compliquée parce que ce sont de différentes régions. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours simple comme je vais juste copier-coller mon modèle dans les autres régions. Ok. Donc ça veut dire que tu te proposes à ramener certaines personnes ici, faire les trajets entre ici et chez eux. Ah non, mais tu as fait le choix de ne pas posséder de voiture, donc tu es arrivé ici en train? Cambio. Oh. J'ai pris un Cambio. Ah oui, ok, d'accord. Voiture partagée, camion. Voiture partagée, oui. Ok, d'accord. Ok, bonne réponse. Alors on va marquer... Oui, il m'a eu. Oui, ça va, ok. On va marquer une courte pause de maximum. Les habitués le savent et je compte sur eux pour ramener ceux qui sont moins habitués dans 15 minutes, ok? Donc le bar est ouvert, Croque-Monsieur est ouvert, Gaëtan est ouvert pour les whisky. On se retrouve dans 15